nous arrivons ce soir à la dernière séance de notre cycle « Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse ?» Et pour clôturer cette série de conférences, nous accueillons Robert Samacher. Robert Samacher est psychanalyste, membre de l'école freudienne, qui a été fondée par Solange Faladé en 1983. Elle fut l'élève de Lacan et elle a suivi son enseignement jusqu'à la dissolution de l'école freudienne de Paris en 1980, où elle a occupé une place privilégiée dans le mouvement lacanien. L'école freudienne publie aujourd'hui donc les séminaires de Solange Faladé. Il y a donc 2 séminaires qui ont déjà été publiés, la clinique des névroses et le moi et la question du sujet. Et le dernier, autour de la chose, va paraître prochainement chez Anthropos Economica. Alors Robert Samacher, vous êtes un très fidèle élève de Solange Faladé et vous inscrivez votre travail dans cette filiation dans le cadre de l'école freudienne où vous occupez diverses responsabilités. Le trésorier. Trésorier, voilà. Vous avez travaillé avec Françoise Dolto, assisté à sa consultation à Trousseau et reçu son enseignement sur le travail analytique avec les enfants. Vous avez travaillé comme psychologue clinicien dans le secteur psychiatrique à l'hôpital de Maison-Blanche pendant plus de 35 ans. Parallèlement à ça, vous avez été... 32, je ne sais pas pourquoi j'ai eu 32. Parallèlement à ça, vous avez été maître de conférence à l'université Paris 7, à l'UFR de sciences humaines cliniques. Alors ces 2 fonctions, le travail en psychiatrie et le travail d'enseignement auprès des étudiants, et la place que vous occupez à l'école freudienne, vous positionnent très fortement comme quelqu'un qui fait preuve d'un engagement particulier. Engagement d'abord dans la question de la transmission de la psychanalyse bien sûr, qui passe par la théorie, et transmission d'une certaine position clinique auprès des étudiants en essayant d'une part de faire partager votre savoir sur la clinique et aussi en ayant le souci de valoriser et de défendre l'enseignement de la psychologie clinique, de la psychopathologie et de la psychanalyse à l'université avec une grande exigence de rigueur. Et puis un engagement dans la clinique elle-même, puisque vous n'avez pas hésité à vous confronter à la question de la psychose et au travail quotidien avec des patients psychotiques, avec ce que ça implique de présence, d'investissement et de temps, puisque ces patients demandent souvent des prises en charge très lourdes. Alors ces caractéristiques de votre carrière et des activités que vous avez pu mener, on les retrouve dans votre œuvre. En effet, vous avez beaucoup publié, beaucoup d'articles dans différentes revues. Alors je ne vais pas tout citer, je vais simplement indiquer 2 ouvrages. Donc la revue Psychologie clinique. Le dernier numéro qui porte sur la traduction avec les variations psychanalytiques. Oui. Oui. Donc publie ce numéro consacré à la traduction. Numéro que vous avez dirigé en collaboration avec Olivier Douville et Jean-Yves Samacher. À présent. Dans lequel vous proposez un travail très original qui s'appelle « Inscription, translittération et traduction dans l'appareil psychique ». Vous étudiez le processus des opérations de transformation, de chiffrage et déchiffrage des perceptions-sensations de l'appareil psychique, le passage des impressions par la lettre présente dans le signifiant jusqu'à l'émergence du sens. C'est-à-dire que vous travaillez la question de la traduction non pas d'une langue à une autre, mais la traduction à l'intérieur même de l'appareil psychique. Et puis enfin, votre livre donc, sur la pulsion de mort, voilà, Création et destruction au cœur de l'humain, publié en 2009 chez Hermann. Alors d'abord c'est une question qui a été assez peu travaillée, on publie peu sur ce sujet, et c'est même un concept qui a été très contesté et critiqué à l'intérieur même du mouvement psychanalytique. Mais justement, le titre, enfin le sous-titre en tout cas, est assez significatif de la manière dont vous allez parler de la pulsion de mort, création et destruction au cœur de l'humain, laissant entendre bien sûr que la pulsion de mort relève autant de l'une que de l'autre, et que vous tentez d'en faire un concept opérant et vivant, tant en ce qui concerne la clinique du sujet, qu'en en saisissant sa dimension et ses conséquences sociales et anthropologiques. Alors c'est ainsi que dans ce livre, vous n'hésitez pas à vous engager personnellement.
Vous commencez par dire, dans cet ouvrage, je vous cite, « Je prends le parti délibéré de me référer à mon histoire personnelle et à celle de ma famille. Je me mets ainsi en position de sujet clinique. » En parlant donc de vous, de votre propre histoire, de celle que vous avez pu vivre avec votre famille pendant l'occupation nazie à Paris, vous abordez des thèmes et des sujets variés, par exemple la question de la langue maternelle, et vous montrez le rôle qu'a joué le yiddish en lien avec la déportation et avec le rapport au corps. Mais ce livre, c'est aussi le reflet, le résultat de votre expérience de la psychose. On y trouve une réflexion sur les crimes des sœurs Papin et celui du caporal Lorty, où vous étudiez la question de la responsabilité juridique dans la psychose, qui est une question toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité peut-être. Vous abordez la création artistique dans ses rapports avec la sublimation ou pas, c'est-à-dire éventuellement dans la psychose avec la suppléance et le symptôme. Vous questionnez l'institution psychiatrique à propos de laquelle vous dénoncez la conception gestionnaire et biologisante actuelle. Vous vous attachez donc à décrire le fonctionnement de la dynamique pulsionnelle qui régit les rapports entre les hommes en prenant la prise en compte du sujet clinique, comme le dit Olivier Douville dans sa préface du livre, comme un être en tension, en décalage, en conflit. Et ça, c'est le fil rouge du texte, l'articulation entre les mouvements de création et de destruction. Alors, le corps, la parole et l'institution constituent le matériel de base à partir duquel vous élaborez votre réflexion autour de la pulsion de mort. Alors, je voudrais juste pour finir citer la dernière phrase de votre livre. De la Shoah, rien ne doit être oublié par les générations présentes et futures. Et si des catastrophes des 20e et 21e siècles, rien ne s'efface jamais complètement, la transmission qui en est faite doit soutenir une clinique du désir qui privilégie la vie tout en reconnaissant le travail de la mort. Alors il me semble que ce livre engagé engage aussi le lecteur par sa capacité à donner asile à la division subjective, ce qui permet aussi de faire entendre quelque chose du collectif. Et donc vous allez nous parler ce soir du corps dans la psychose. Je vous remercie pour cette présentation et je remercie aussi Bouchin Guyardier de m'avoir invité ce soir pour vous présenter mon travail sur le corps dans la psychose. Pardon ? Avec les membres de l'association Psychanalyse et Médecine. Voilà. D'accord. Hier soir, je regardais la télévision et j'ai vu un film sur Patrick Modiano. Et ce que disait Modiano rejoint tout à fait ma préoccupation. Et ce que je vais vous dire aussi. Ce qu'il dit, Modiano, c'est « ma mémoire précédait ma naissance ». Ça me paraît quelque chose de très fort et je reviendrai sur cela dans ce que je parlerai de l'idéal du moi et ça parle de lui avant qu'il ne soit. Notion qu'a développée Jacques Lacan. Alors ce que je vais dire par rapport à ce qui s'est dit le mois dernier, je pense qu'on ne peut pas être, lorsqu'on se dit lacanien, on ne peut pas ne pas être freudien. Lacan est revenu dans le sillon de Freud, il a labouré ce sillon. Quand on travaille Lacan, on revient à Freud. On ne peut pas faire autrement. Donc, lorsqu'on est lacanien, on est freudien. J'insiste, parce qu'il apparaissait un clivage, et je crois qu'il n'y a pas à mettre en place ce clivage. On n'est pas l'un ou l'autre. On est les deux quand on travaille dans la psychanalyse et qu'on a pour référence Lacan. Alors, ce soir, oui, je vais vous parler du corps. Alors, ça tombe sous le sens. On ne peut pas parler du corps si on ne parle pas du corps et de son nouage au signifiant. Pour qu'il existe, il faut que le corps soit nommé. Alors, je rappelle que l'enfant, celui qui vient de naître, connaît tout d'abord la Hilflosigkeit, soulignée par Freud, c'est-à-dire cette détresse. Et il lui faut
un grand autre, un Nebenmensch, cet autre secourable, pour qu'il puisse advenir. On peut dire que l'instinct chez l'humain ne joue aucun rôle. Enfin, il n'y a pas ce rôle. L'instinct, l'animal sait tout de suite ce qu'il a à faire. Alors que ce n'est pas le cas du nourrisson, de celui qui vient de naître, laissé à l'abandon seul, il meurt. Et justement, c'est ce dénuement, cette inaptitude, qui lui donne l'accès au langage. Alors, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Il accueille d'abord les mots, les paroles d'apaisement qui viennent du lieu de l'autre. Alors, quand on dit le lieu de l'autre, c'est de la mère, des adultes tutélaires, de ceux qui sont près de lui secourables et qui s'occupent de lui. Donc c'est auprès de cet adulte secourable, de celui qu'il a auprès de lui, qu'il rencontre les premiers signifiants dont il pourra se saisir pour les faire siens. Donc le sujet va prendre existence et consistance grâce à l'action du langage sur la chair. Au départ, cet enfant n'est qu'un bout de chair, et cette chair va devenir corps dans la mesure où chaque partie de ce corps sera nommée par la mère, sera érogénéisée, sera reconnue comme faisant partie du corps de cet enfant, mais l'important, c'est qu'il soit libidinalisé, c'est qu'il soit reconnu, nommé, les signifiants, et en même temps, l'érogénisation, ce corps touché, investi. Donc, cette partie de chair va être délimitée, nommée, prise aussi dans ce terreau qu'est la langue, hein, ce concept construit par Lacan en un seul mot. Et la langue est une notion tout à fait intéressante, parce qu'on va la retrouver aussi. Dans un premier temps, l'enfant s'écrit. On peut dire que les cris qu'il va émettre sont des cris asignifiants. Alors là, lorsque je développe ces points-là, je reprends l'enseignement de Faladé. Hein. Ces cris asignifiants. Et dans ces cris asignifiants, il n'y a pas encore un appel à l'autre. Mais l'autre va répondre à ces cris en les interprétant avec ses propres signifiants. Et on peut dire que dans ces signifiants, il y a les sonorités, il y a tout ce qui est les sons glottaux, enfin tout ce qui fait que la mère par la suite va être reconnaissable et que les cris qui suivront seront marqués déjà parce que ce qui aura été entendu et repris de ces sonorités venant du lieu de la mère. Donc on peut dire que le terreau de la langue, en un seul mot, est déjà là, présent. Donc cette chair est délimitée, et du fait que ce terreau va être présent, c'est-à-dire que la lettre va, à partir de là, pouvoir faire en sorte que l'organe corporel devienne corps. Passe du corps, de l'organe, de la chair, en tant que, à la dimension de corps. Donc le corps, chez l'humain, n'est pas donné d'emblée. Ça suppose une nomination, ça suppose un investissement libidinal, et ça suppose aussi que le langage intervienne au niveau, apporte des coupures au niveau de ce corps, que chaque partie soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que
ce découpage va permettre que cette chair qui porte, qui est une substance, on peut dire substance corporelle jouissante, devienne marquée par le langage, c'est-à-dire que la jouissance qui s'y trouve soit évidée et aussi devienne support de nomination. Alors, autour de cela, on va pouvoir aussi articuler la topique du miroir. Alors, ce qui est important dans la topique du miroir, c'est que l'idéal du moi soit déjà en place. Alors, qu'est-ce que suppose l'idéal du moi? En même temps que la mère donne le sein, S-E-I-N, elle marque l'enfant de son sein, S-E-I-N-G. C'est une notion lacanienne, mais tout à fait essentielle, qui a repris à plusieurs reprises aussi Solange Faladé. Elle le marque de ce sceau, d'un sceau qui a à voir avec ce qu'elle imprime en lui et qui s'articule, ce qui est la première encoche de la matrice de l'idéal du moi. Mais pour que cet idéal du moi en tant que tel puisse se mettre en place, ça suppose plusieurs opérations. Et ces opérations, je pourrais peut-être les énumérer au fur et à mesure, mais je ne veux pas d'emblée vous assommer par toute la théorie lacanienne. Est-ce que supposent ces opérations? En fait, on peut dire que la mère est là présente avec ses S1. Ça parle de lui, ça parle de lui. On peut dire qu'avant même qu'il naisse, il est pris dans un discours. Ce discours va le marquer et on peut dire que du fait qu'il est pris dans un discours, cette marque, pour ce sujet particulier, va s'articuler avec ce qu'il pourra prélever sur le père ou la mère, qui s'inscrit dans le registre symbolique et qui est l'idéal du moi. Alors ça renvoie à la deuxième identification chez Freud. Je vais peut-être trop vite lorsque je dis des choses comme ça. Donc la mère est là avec CS1 et l'enfant prend en lui ce marque de CS1. Et on peut dire que ces S1 correspondent à un premier appel. Lorsque l'enfant ensuite va faire un deuxième appel, mais là je parle de façon très, très ramassée et synchronique, mais il faut aussi introduire une diachronie dans cette affaire. Lorsque l'enfant émet un deuxième appel vers l'autre, il n'y a du point de vue de l'autre peut le nommer, mais il n'y a qu'un signifiant présent qui puisse le nommer. Dans l'autre, il n'y a pas de signifiant du sujet. Il n'y a pas de signifiant du sujet. Ce deuxième signifiant, le sujet doit aller le prélever ailleurs. Mais encore faut-il, pour qu'il aille prélever ce deuxième signifiant, qu'il rencontre, au deuxième appel, il fait appel à l'autre, qu'il rencontre le manque dans l'autre. Et que Lacan inscrit de cette façon-là, thèse de grand cabaret. Alors, ce S de grand cabaret, ce deuxième appel, le sujet psychotique ne rencontre pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc il y aura un appel, mais qui sera sans réponse. Alors que dans la névrose, à ce deuxième appel, il y aura rencontre du manque dans l'autre, le sujet pourra s'en recouvrir, et en même temps qu'il se recouvre de ce manque dans l'autre, se met en place le refoulement originaire. Le refoulement originaire, ça n'est pas d'emblée. Ce refoulement originaire, c'est ce qu'il pourra jamais qu'on ne pourra jamais retrouver. C'est ce qui sera perdu à tout jamais.
se met en place le refoulement originaire, se met en place, ce qui est important aussi, que je ne vous ai pas dit, c'est que ce manque dans l'autre provoque la division du sujet, c'est-à-dire la phanisis du sujet ou encore le fading, c'est la même chose. Avec, et ce sujet particulier va disparaître sous le signifiant qu'il est. Mais en même temps, il va rencontrer le refoulement originaire. Dans sa structure va se mettre en place le refoulement originaire, le représentant de la représentation, le fantasme fondamental et aussi le masochisme fondamental. Tout ça se met en place dans une synchronie qui est une synchronie signifiante. Et en même temps, il va venir prélever sur ce que Lacan appelle l'être de l'organisme un deuxième signifiant S2. Deuxième signifiant S2. Alors qu'est-ce que c'est que l'être de l'organisme? Ça renvoie au corps et aux structures de bord, à l'organisme et aux structures de bord. Donc c'est, à la limite, on pourrait dire que c'est sur lui-même, sur les structures de bord, qu'il va venir prélever ce deuxième signifiant, S2, qui va pouvoir donner naissance au signifiant S1. C'est à partir de là qu'il y aura une articulation signifiante, en même temps qu'il y aura une torsion et la mise en place, chute de l'objet petit a. C'est compliqué cette affaire, c'est pas évident quand on le dit comme ça. Et en même temps, ce sont ces objets petit a qui viennent se placer sur les structures de bord. Et le S2 permettant que le S1 prenne sens, et d'autre part, on a en même temps ce qui correspond à l'étoffe du sujet, et qui a à voir avec l'affect, qui va se détacher et se placer sur les structures de bord, et en même temps qui seront les objets cause de désir pour ce sujet particulier. Donc on peut dire que dans la névrose, il y a un mouvement d'aliénation, deux temps de l'aliénation, une séparation avec la mise en place d'un S2 et la chute de l'objet petit a, qui correspond, qui va se trouver dans le sillage du sujet, et qui en même temps ne viendra jamais à la signifiance. Le petit a ne vient pas à la signifiance. Alors, qu'est-ce que Lacan a désigné comme objet petit a? C'est l'objet oral, c'est-à-dire le sein qui lorsque la pulsion orale a fait le tour de l'objet, ce sein qui va se détacher, qui dans un premier temps appartient à l'enfant, qui ensuite se détache, et qui devient un objet oral, cause de désir, le sein, l'étron, le regard, la voix. Ce sont ces quatre objets que Lacan a situés comme effaçons, objet petit a. Alors, ces opérations, je vous les décris pourquoi là maintenant, parce que je vais passer à la psychose. Je vous dis, voilà comment ça se passe pour la névrose, mais ça ne se passe pas comme ça pour la psychose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du sujet psychotique? Le sujet psychotique est un par-l'être. Il a accès à la parole. Il dit oui à la parole. Il suppose quand même un évidement de la jouissance. Il y a quelque chose qui tombe quand même, qui a à voir avec la parole. C'est ce qui veut dire qu'il pourra se saisir du S1 venant du Dieu de la mer, et que lui-même sera sujet barré par le signifiant. Mais, c'est-à-dire que ce que je vous ai décrit là, et qui permet que l'algorithme suivant s'écrive S1, S2, S barré A, qui s'écrit pour le névrosé, ne va pas s'écrire pour le sujet psychotique. Le sujet psychotique en restera là. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas la division. Pourquoi? Parce que dans le temps, dans le deuxième appel, ce qui est du nom du Père, manque de la mère. Tout d'abord, ce qui est du registre du manque de la mère ne s'inscrit pas, n'est pas présent. Ce qui fait qu'avec le manque rencontré chez la mère, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre le fait que le sujet, il n'a pas de signifiant
il n'a pas de signifiant dans la mer, et il ne rencontre pas, avec le manque, ce qu'il va rencontrer, c'est le nom du Père. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, dans ce deuxième appel, et la réponse qui est donnée, qui a à voir avec la rencontre du manque, que s'inscrit le nom du Père. Ah, c'est essentiel, cette histoire d'inscription du nom du Père. Comment est-ce qu'on peut encore le saisir? Si on prend les choses dans le langage freudien, le langage de la pulsion, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans un premier temps, je le reprends dans les termes freudiens, Faladay aimait bien aussi reprendre les termes freudiens. Par exemple, pour l'enfant, il y a le fait de taster le lait chaud. Vous le trouverez dans les 3 essais sur la théorie. Sur la théorie sexuelle. Il y a ce taster. Il goûte ce lait chaud. C'est bon. Ce qui est bon pour lui, il le garde. Ce qui n'est pas bon, il le recrache. Et éventuellement, ce qu'il a recraché, il ira le regoûter. Alors on peut dire que ce qu'il recrache, c'est du registre de mis dehors, ça peut être un réel qui n'ira pas regoûter. Et s'il va le regoûter, ben, il peut se trouver dans ce qu'il a craché, cette inscription du nom du Père aussi. Ce qu'il a rejeté dans un premier temps, il peut le reprendre. Et c'est bien parce qu'il le reprend en lui qu'on va pouvoir parler de refoulement. Par contre, dans la psychose, ce réel reste à l'extérieur, ne reviendra pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'incorporation. Ça restera dehors. Et on peut dire que le refoulement ne fonctionnera pas. Ce qui veut dire que dans la névrose, on a une affirmation, Beyaounk, je prends en moi ce qui est bon, et je mets à l'extérieur, dans le terme utilisé, c'est le terme de Ausstoßen, mettre dehors. C'est un terme freudien. Lacan ne le reprend quasiment pas, ce terme freudien. Mettre au dehors, ce que dans un premier temps je n'ai pas jugé bon pour moi, mais ce que j'ai mis à l'extérieur, que je n'ai pas jugé bon pour moi, eh bien je peux, dans un temps donné, je peux aller le regoûter et en faire miam-miam, le remettre à l'intérieur, ce qui constitue aussi le refoulement. Mais le refoulement suppose qu'il y a aussi inscription du nom du Père. Je suis clair dans ce que je raconte. Donc là, c'est autour de cette affaire-là que peut se mettre en place l'affirmation, la négation. Affirmer, c'est prendre en soi ce qui est bon. Mettre dehors, ça suppose dans un premier temps avoir affaire à un réel qu'on met à l'extérieur, qu'on peut ne pas regoûter, mais ça suppose aussi que ce réel qu'on a mis à l'extérieur, on va le regoûter. C'est ce qui constitue l'étranger pour Freud, et c'est ce que Lacan aussi reprend comme, dans le séminaire 11 comme l'étranger. Et il dit bien que c'est ce qu'on a mis dehors, l'étranger, c'est ce qui est bon à connaître. C'est avec ça qu'on va faire miam-miam. Et c'est en cela, c'est là qu'on peut trouver l'articulation entre affirmation et dénégation ou négation. C'est fondamental pour la constitution du sujet. Par contre, dans le champ de la psychose, ce qu'on constate, c'est que ce qui est mis à l'extérieur, mis dehors, que le sujet a peut-être connu et qu'il a mis dehors, ne sera pas repris, ne sera pas regoûté. Ce qui fait que ce quelque chose qui est mis en dehors n'est pas à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va... et c'est à ce propos-là qu'on peut parler de, si ça n'est pas regoûté, de forclusion. C'est mis une fois pour toutes à l'extérieur. Alors, Lacan, dans un premier temps, dans le séminaire 1, va parler de forclusion à propos de l'homme au loup,
Et il parle de forclusion de la castration, mais c'est à partir du séminaire 5 qu'il va nous dire que on ne peut parler de forclusion que de forclusion du nom du père. Il ne reviendra pas sur cette forclusion de la castration. Mais par contre, il insistera sur cette forclusion du nom du père. Donc ce qui a été, c'est un terme juridique, ce qui a été exclu, le sujet ne pourra pas le retrouver. Il y a un temps où c'est possible, et après un certain temps, ça n'est plus possible. Ça ne sera plus retrouvé. Si ce n'est que ça revient dans le réel, sous la forme de l'hallucination ou la rencontre d'un père qui peut provoquer une décompensation psychotique. Donc c'était pour vous parler de la mise en place de l'idéal du moi. Vous voyez, les détours par lesquels je suis passé. Donc je suis passé par la question de la division du sujet, et en même temps qu'il y a division du sujet, il y a inscription, il y a une refente qui a à voir avec la prise à l'extérieur, en principe sur le père, d'un signifiant. Par exemple, chez Dora, c'est l'atout de Dora qui sera le signifiant. Du père, l'atout du père. Oui, l'atout du père qu'elle reprend à son compte et qui va devenir l'atout de Dora. C'est ce signifiant qu'elle prélève sur le père et qu'elle reprend à son compte. Donc la plupart du temps, on peut dire que le trait, et c'est ce que Freud a repéré comme trait unique et que Lacan a appelé le trait unaire. C'est ce trait prélevé sur lequel le sujet va prendre appui et qui va lui permettre de mettre en place le symbolique. Donc c'est ce trait, après le premier trait qui correspond au sceau, c'est la première encoche qui correspond au sceau, S-E-A-U, nous trouvons une deuxième encoche, vous voyez, à chaque fois il y a deux fois, une deuxième encoche qui permet que l'inscription de l'idéal du moi puisse se mettre en place dans le registre symbolique. Alors je reviens à la topique du miroir. Pour que le miroir fonctionne, il faut qu'il y ait régulation par le symbolique. Et c'est lorsque l'articulation se fait par le symbolique que l'œil est à la bonne place dans le cône, que le sujet va pouvoir avoir accès à une image de lui-même, mais du fait qu'il est aussi reconnu par l'autre. Ce qui est important, c'est de bien repérer qu'il y a le regard et la parole de l'autre qui soutiennent l'image. C'est comme cela que le sujet peut avoir une belle image de lui-même, moi idéal, mais qui est une instance narcissique à laquelle il pourra s'identifier. L'identification narcissique passe par là. Et en même temps, on a besoin de cette identification narcissique. Donc, l'œil à la bonne place dans le cône, l'autre tutélaire, le grand autre, est là, présent, avec la nomination et avec ce regard qui soutient, qui reconnaît, et qui permet à ce sujet d'avoir une image orthopédique de sa totalité. Ça n'est pas le cas dans la psychose. Qu'est-ce qui se passe dans la psychose? L'œil n'est pas dans le cône, il est en dehors du cône. Et il ne peut pas y avoir de régulation par l'idéal du moi, puisque le sujet psychotique n'a pas pu prélever ce trait unaire dans le symbolique. Et là, ce sujet particulier va devoir se débrouiller avec ça. Ce qui est loin d'être évident, ce qui fait que il est amené à chercher des suppléances, à trouver des trucs qui lui permettent quand même d'avoir une image de lui-même et de tenir. Pardon ? Alors, nous avons une position à l'école freudienne, je me permets de dire nous, nous sommes partisans de la notion de structure. Je ne vois pas comment, moi-même, dans ma clinique, je ne vois pas du tout comment je pourrais me débrouiller si je n'avais pas cette référence, qui est une référence et freudienne et lacanienne. Parce qu'actuellement, la mode est de dire la structure, on s'en fout,
Ce qui compte, c'est ce que dit le sujet. Enfin bon. Mais ça a à voir avec le DSM, justement, avec la confusion qu'amène le DSM. On ne peut pas se passer de la structure. Alors, dans le champ de la psychose, à l'heure actuelle, il y a aussi eu la question de l'autisme. C'est un grand débat. Alors, vous avez peut-être vu le film de Sophie Robert. Ben, elle dit bien que les psychanalystes pensent que, mais c'est une zone du cerveau qui, hein, ou encore ce qu'on peut lire dans la presse, c'est un problème hormonal, il y a X hypothèses. On peut tout dire, mais on peut ne rien dire. Bon, alors, l'hypothèse que nous faisons, l'hypothèse que je reprends, Solange Faladé, dans différents séminaires, lorsqu'elle parle de l'autisme, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit, c'est un enfant, ça ne parle pas de lui, ça n'a pas parlé de lui. Ça n'a pas parlé de lui. Alors comment voulez-vous qu'un sujet puisse se construire dès lors que ça n'a pas parlé de lui? Ce qui fait que ce sujet reste fixé à un réel primordial. Cette chose dont on parle, cette chose avec le Nebenmensch, ça ne se met pas en place. Ça s'est mis en place pour le psychotique. Mais là, du fait, il n'y a pas de langage. Ça ne se met pas en place. Et ce sujet particulier, enfant, ne peut pas dire oui au signifiant, puisqu'il n'y a pas de signifiant en ce lieu. Ça n'a pas. Mais on peut faire aussi d'autres hypothèses concernant l'autisme. Qu'est-ce qui fait que ces enfants ne parlent pas? On peut faire aussi l'hypothèse que cet enfant autiste a rencontré un adulte, mère, père, enfin, ça a parlé de lui, mais cet enfant en particulier n'en tient pas compte. Il préfère se maintenir dans cette jouissance primordiale, cette jouissance préalable. Et ce qui fait qu'il ne se construit pas. Ça reste une sorte de zombie. Pardon? Non, ça peut supposer qu'il ait rencontré dans le manque dans l'autre, qu'il n'en veuille pas. Ça peut correspondre au fait qu'il ait rencontré une mère, peut-être une mère psychotique, ou chez laquelle il n'a pas rencontré le manque. Et on peut ne pas être psychotique et en même temps ne pas manifester de... C'est la question du désir quand je parle du manque. Juste à ce moment-là, si je pouvais préciser, c'est que sur la première ligne, c'est ça que j'ai pas bien compris, c'est qu'il n'y a rien derrière, et donc s'il n'y a pas d'objet, comment il peut y avoir... Alors là c'est la psychose. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas... Maintenant, je vais plus se détailler. Je vais essayer de vous parler de l'autisme en tant qu'astructuration, si vous voulez. Donc, j'envisage plusieurs niveaux. Donc l'autisme, dont on parle tant et dont on dit beaucoup de choses. Enfin, il faut bien que la psychanalyse essaye aussi d'en dire quelque chose, n'est-ce pas? Donc l'autisme, ça ne parle pas de lui. Ou si ça parle de lui, il n'en tient pas compte. C'est-à-dire que cette jouissance dans laquelle il se trouve, on peut peut-être quand même parler d'un choix, après tout. Ça pose la question du principe d'existence. Qu'est-ce qui ferait que le principe d'existence pourrait, Faladé insiste sur cet aspect-là, être préalable au jugement d'existence, préalable au jugement d'attribution. Donc c'est une question de choix de l'être dans ce contexte-là, de se maintenir dans cet être de jouissance, dans cette substance jouissante, je dirais. Et ça se traduit par quoi au niveau clinique? Par ces enfants, même des adolescents ou adultes, qui ont le regard fuyant, qui
émettent quelques sons écholaliques qui sont pris dans des tourbillons, qui tournent comme des toupies, dans des stéréotypies, avec lesquelles on n'a quasiment aucun contact. Ce sont des zombies qu'on déplace d'un lieu à l'autre. On se demande, on essaie de trouver dans ces sujets-là quelque chose qui ferait penser à un sujet. On a beaucoup de mal. Donc on cherche à les conditionner. Il y a toute une série de méthodes. Bon, on arrive à les conditionner. Mais on n'a pas du tout conditionné ce sujet qui serait en eux, hein, puisque cet être est un être de jouissance. Donc là, on peut dire que c'est un sujet qui dit non au langage. Alors que dans la psychose, il a été dit oui au langage. Donc on a cette formule S1 sur S barré. Ce sujet-là est barré par le signifiant. Il est dans le langage. Et il va falloir qu'il se débrouille avec ça. C'est-à-dire que le sujet psychotique ne rencontre pas la division, ne rencontre pas tous les processus par lesquels passe le sujet névrosé. C'est la grande différence. L'autiste, non. Alors, je pense, ayant quand même eu une expérience de l'aide sociale à l'enfance, j'ai constaté que certains nourrissons qui étaient complètement enfoncés dans l'hospitalisme, complètement autistes, je l'ai rencontré, c'est pour ça que j'en porte témoignage, adoptés par des parents aimants, ont pu redémarrer. Il y a quand même, dans cette synchronie, j'insiste, pour Lacan, la synchronie est essentielle, mais il y a chaque fois un temps où les choses peuvent quand même bouger. Ça n'est pas fermé une fois pour toutes. Est-ce que ce que Spitz autrefois appelait hospitalisme a rapport avec l'autisme? Parce qu'on n'en parle plus jamais de ça. Spitz, est-ce que ça a un rapport? Ben, disons que on peut avoir des enfants qui ont connu ce qui est décrit, une pouponnière et une autre maison, et une pouponnière et la pouponnière de la prison aussi. Ils travaillent sur 2 pouponnières. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas vu Spitz, en effet. Ce qu'ils constatent, c'est que les femmes qui sont en prison, qui élèvent pendant 2-3 mois leur enfant, pendant tout ce temps où elles élèvent leur enfant, cet enfant connaît un développement tout à fait normal, et une fois qu'ils sont complètement laissés à l'abandon, livrés à eux-mêmes, à ce moment-là, ces enfants, après différentes phases de marasme, enfin tout ça, sur le plan expérimental, Spitz le décrit fort bien. Mais on constate que ces enfants tombent dans un état quasiment autistique, et qui peut ne pas être rattrapable aussi. Donc, vous voyez, tu vois, c'est la question de cette désafférentation, le fait qu'il n'y ait plus aucun stimulus. C'est le porte-biberon. L'infirmière, elle a 10 poupons à s'occuper, elle va mettre, il y a 10 porte-biberons. Il n'y a plus ce contact de l'enfant. Il décrit tout ça. Oui. Il y a 30 ans. Des travaux plus récents, quand même. Oui. Tu parles un truc sur l'attachement, c'est intéressant. Oui. Enfin bon, d'accord. Mais là, on ne va pas continuer à parler de l'hospitalisme. C'est intéressant, mais ce que je comptais vous montrer, ce sont trois exemples cliniques. Je compte reprendre une observation de Margaret Mahler, psychose infantile. Se trouve, c'est le cas Stanley. Je comptais reprendre l'observation de Joe, sur laquelle nous travaillons.
Et je comptais aussi, par contraste, reprendre l'observation de Hélène Keller, dont nous a parlé Jean-Pierre Winter le mois dernier. Mais à partir du texte, ce qui fait qu'on va arriver à d'autres... C'est intéressant de reprendre le texte mot à mot, phrase par phrase, parce qu'on peut arriver aussi à d'autres conclusions. Les choses peuvent s'articuler différemment. Alors, je vais commencer par le cas Stanley. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que chez le sujet autiste, l'autre n'existant pas, il n'y a pas d'appel. On ne peut pas parler d'appel. Par contre, dans la psychose, l'autre existant, il y a appel. Mais Lacan le dit de la façon suivante, il s'agit de l'appel au père, toujours appelé, jamais advenu. Hein, ce père, toujours appelé, jamais advenu. Ce qui fait que le fait qu'il reste au niveau de l'appel, la demande, et il n'y a pas de réponse à cet appel, la demande, dans la psychose, ne peut pas se mettre en place. Et l'articulation au désir ne peut pas non plus se mettre en place. Donc le sujet psychotique va trouver d'autres trucs, mais il n'aura pas accès à la dimension du désir. Bon, là, on pourrait dessiner les graphes qu'on retrouve chez Lacan, dans Subversion du sujet, dans Le désir et son interprétation, et qui sont très parlants, hein, qui rendent bien compte de ces différentes étapes. Mais si je commence à faire ça, je n'aurai pas le temps de vous parler des observations. Donc lorsque l'autre n'est pas là, ben, ce sujet, comment il va fonctionner? Sur un mode complètement mécanique. Ce sujet va être confronté à un univers complètement incompréhensible. Il n'y a pas de repère. Et quand il est confronté à quelque chose de difficile pour lui, il ne peut que réagir par la violence et la panique. Certains ont suivi les enfants et autistes et psychotiques. Quand tout fout le camp, on ne peut que manifester de façon très forte qu'on n'est pas d'accord. Alors, Stanley, observation décrite par Margaret Mahler. Alors, ce qu'elle qualifie de psychose symbiotique, à l'heure actuelle, on pourrait peut-être parler de psychose d'Asperger. Parce que vous savez qu'on distingue entre la psychose de Kanner et la psychose d'Asperger. Pour les enfants de psychose d'Asperger auraient peut-être un peu plus accès au langage que les sujets atteints de Kanner, qui, eux, sont complètement indifférents, complètement coupés du monde extérieur. Donc ça pourrait être, à l'heure actuelle, un Asperger. Alors, ce que constate Margaret Mahler, c'est qu'il y a un nombre limité de signifiants qui l'animent. Alors, quels sont ces signifiants auxquels il s'intéresse? C'est bébé, panda. Alors, il y a le mot, et en même temps, il y a l'image. Les deux l'animent. Qu'est-ce qui l'anime encore? C'est d'allumer, d'éteindre les interrupteurs. Ouvrir, fermer, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, chez lui. Et ce qui l'anime aussi, c'est par exemple le fait de toucher sa mère. Lorsqu'il touche sa mère, il commence à s'animer. Lorsqu'il touche la thérapeute, c'est pareil, il s'anime. Et on a le sentiment qu'il y a là un courant qui passe. Mais il faut qu'il touche, il faut qu'il voit. Ça ne peut être que matérialisé. C'est du dur. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ces enfants, n'ayant pas trouvé... je reprends l'hypothèse de Mahler, mais on retrouve aussi chez Littelheim.
n'ayant pas trouvé auprès de leur mère les affects, la reconnaissance, la nomination qui leur permettait d'exister en tant que sujet à part entière, deviennent des sujets mécaniques, des objets mécaniques, et qui ne peuvent être qu'animés de l'extérieur, à partir de ce qu'ils voient venant de l'extérieur. Donc on peut dire que cette lamelle libidinale dont parle Lacan et qui en même temps entoure l'organisme et va plus loin que l'organisme, qui englobe aussi la mère et l'enfant, cette lamelle, dans ce contexte-là, il ne fonctionne pas. Et il faut que l'enfant le matérialise. Il faut qu'il y ait un objet en dehors. Ce qui veut dire que tout ce qui est venant de la mère, tout ce qui permettrait de fonctionner de l'intérieur, ça n'est pas incorporé, ça reste à l'extérieur. C'est ce qu'on retrouve également chez Joe. Joe, c'est cet enfant décrit par Bettelheim, arrivé à l'école orthogénique, qui avait besoin, pour fonctionner, il se construisait lui-même ses appareils. Un appareil pour respirer, un appareil pour déféquer, différents appareils lui permettant de répondre aux différentes fonctions vitales. Et tout cela de l'extérieur. Ce qui veut dire que, quand on parle de corps chez ces enfants, il s'agit d'un corps qui n'est pas... Ce qui aurait dû s'inscrire dans le corps n'est pas inscrit. Et reste à l'extérieur, fonctionne dans le réel. Et lui-même fait fonctionner son corps dans le réel. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et c'est peu à peu, dans la mesure où il trouve auprès de ses éducateurs, auprès de Bettelheim, dans un contexte accueillant qui le prend véritablement, qui répond à ses besoins libidinaux, on voit que cet enfant, peu à peu, va s'ouvrir et va trouver, va rencontrer l'autre. Parce que le problème, c'est vraiment la rencontre de l'autre. L'autre étant vécu comme dangereux. Donc on peut dire que chez ces enfants, même s'ils utilisent des signifiants, ces signifiants ne sont pas évidés de la jouissance du corps. Par exemple, Stanley arrive inerte aux séances, c'est un paquet de chair. Puis, délibérément, il touche l'annaliste, soit il va ouvrir le livre où figure le bébé et le panda, soit il prononce l'un et l'autre mot, ils se mettent alors en marche, comme si c'était lui qui, à ce moment-là, appuyait sur le déclencheur. Comme s'il avait le choix ou non de se brancher sur une source d'énergie qui représente le grand autre. Et lorsqu'il se branche, il s'anime avec un fonctionnement machinique. Et on trouve la même chose chez Joe, qui a besoin de mettre un cordon qui va vers la prise de courant. Au début, il faut que ce cordon soit matérialisé, et dans un deuxième temps, il se contentera d'un cordon imaginaire. Mais il faut qu'il soit branché pour pouvoir commencer à fonctionner. Même pour déféquer, par exemple, Joe avait besoin d'être branché. Et en même temps, c'était pour lui véritablement la torture, parce qu'il avait le sentiment que lorsqu'on le mettait sur le WC, il se vidait complètement. Vous voyez, le dedans, le dehors ne sont pas mis en place. Alors que chez le névrosé, il y a une relation meubienne, une continuité entre le dedans et le dehors, ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est coupé. Il y a un dehors, mais il n'y a pas de dedans. Donc on peut dire que si le signifiant gouverne effectivement le corps, puisqu'il se met en marche avec un nombre de signifiants très limité,
et non évidé, massif. Et on peut dire que le langage sur le corps n'a pas d'effet de découpe signifiante. Chez de tels enfants, les zones érogènes ne sont pas différenciées. Ce sont des morceaux de bidoche, le corps, pas autre chose. Bien. Pardon ? On en rencontre plein dans le métro maintenant. Ah ben, tu parles. Des sujets mécaniques. Alors, Joe est un rapproché de Stanley. Nous retrouvons aussi chez lui un comportement machinique. Son corps ne marche comme une machine qu'à condition de se greffer sur une véritable machine. Chez lui, aucune fonction corporelle ne fonctionne toute seule. Il ne peut ni manger, ni évacuer, ni dormir sans être branché à une machine qu'il a lui-même construite. La machine à laquelle il reste accroché et par laquelle il vit, sans laquelle il ne peut opérer aucune action de la vie quotidienne, est une machine qui n'est pas incorporée. J'insiste sur cette non-incorporation. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas cette bégaring. Même pour manger, exécuter les différentes opérations vitales, le branchement était nécessaire, car seul le courant faisait fonctionner son appareil digestif. Alors dans un tel contexte, qu'est-ce qu'on peut dire du corps de l'enfant ? On peut dire que le corps de l'enfant, il est pris dans la jouissance de l'autre et c'est un prolongement du corps de l'autre. C'est un corps qui n'est pas différencié, qui ne peut pas exister pour lui-même en dehors de l'autre. Alors, on peut dire encore que si la machine vient représenter l'enfant, il ne s'agit pas d'un signifiant, mais d'un objet qui représente l'objet qu'il est pour l'autre. Et ce qui fait que l'enfant est pris dans une relation de collage. Faute d'entrer dans la dialectique du signifiant, on ne peut pas entrer dans cette dialectique qui consiste au fait qu'un sujet vient représenter un sujet, qu'un signifiant vient représenter un sujet pour un autre signifiant. Dans ce contexte-là, le corps de l'autre et le corps du sujet ne sont pas définis. Par exemple, l'enfant attend, lorsqu'il ébauche un geste, que l'autre le termine. Et c'est bien là qu'on voit à quel point il n'y a pas de coupure. Donc, on peut dire quand même que les enfants dont on a des observations qui sont sortis de leur autisme avaient quand même au départ un petit nombre de signifiants. Ils ne sont pas, pas de signifiants, il y a un petit nombre de signifiants. Et c'est ce qui a permis de faire évoluer un travail, qu'il y ait un travail avec ces enfants-là. Ce qui a été le cas avec Stanley, ce qui a été le cas avec Joe, avec d'autres enfants d'ailleurs de l'école orthogénique, et ce qui est le cas avec Dick, ce cas princeps développé par Melanie Klein. Alors, c'est quand même étonnant. Il y a très peu de signifiants. Dans cette observation, Melanie Klein va se saisir du signifiant train, parce qu'elle remarque que Dick s'intéresse au train, et qu'il a quand même à sa disposition un petit nombre de signifiants. Et Lacan souligne que Dick a une certaine étroitesse du registre imaginaire. Et Lacan le dit de la façon suivante: la parole ne lui est pas venue, le langage ne s'est pas accolé à son système imaginaire, dont le registre est excessivement court. C'est-à-dire, il y a valorisation des trains, des boutons de porte, du lieu noir.
il n'a pas de faculté de communication, mais ses expressions restent limitées. Et Lacan souligne que pour lui, l'imaginaire et le réel sont équivalents. Cet enfant ne joue pas. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Mélanie Klein procède à une interprétation. Et elle se sert, elle plaque l'articulation oedipienne en disant Dick, petit train, papa, grand train, et à propos de station, maman, station. Dick entre dans la station, dans maman. Et à ce moment-là, l'enfant est pris d'angoisse, va se cacher entre deux portes, et c'est là qu'il émet un appel qui demande une réponse. C'est-à-dire que cet appel amène la demande, amène une réponse. Et à partir de là, tout s'enclenche, et cet enfant va sortir de son autisme, de son état de zombie. Parce que quand elle le décrit, Mélanie Klein, c'est un gamin qui se heurte au meuble, qui est complètement paumé. Il ne regarde pas les gens, il est complètement ailleurs. Il est vraiment décrit comme un enfant autiste. Alors c'est quasiment miraculeux. Alors certains diront qu'il y a eu là une grève de symbolique. Mais on peut dire aussi qu'il y avait quand même chez cet enfant ces signifiants qui étaient là, présents, latents, en attente. Donc, Mélanie Klein, elle, nous dit qu'elle a ouvert son inconscient et qu'elle a réussi à le déloger de son inertie moïque. Et c'est ce qui permettra à Lacan de dire que l'inconscient, c'est le discours de l'autre. Je vous renvoie au séminaire 1. Tout cela est tout à fait bien développé et tout à fait intéressant. Donc j'insiste encore sur le fait que la synchronie signifiante sur laquelle insiste Lacan, de mon point de vue, doit être accompagnée d'une reconnaissance pour certains enfants de la possibilité d'une diachronie. Ce qui pose la question de la bonne ou de la mauvaise rencontre. Il y a quand même une tuquée qui fait que, en fonction de la rencontre, ça marchera ou ça ne marchera pas. Ça s'ouvrira ou ça ne s'ouvrira pas. Et on peut dire que pour Dick, il était encore temps. C'est un enfant qui avait quel âge à ce moment-là? 4 ans, je crois. 4-5 ans, au grand maximum. Joe, au moment où il entre à l'école orthopédique, il avait aussi 7 ans, je crois. 7 ans, oui. Puis Stanley, c'est autour de 4-5 ans aussi. Donc là, il y a quand même des enfants qui sont en attente de. Donc, ce qui veut dire qu'un enfant autiste, on ne sait pas. Ça n'est pas forcément fichu. C'est pour ça que je me permets de parler d'instructuration, à distinguer des structures, névrose, psychose, perversion, bien définies. Vous voyez? Oui. Dick, c'est son propre fils, Mélanie Klein. Ah, pas du tout, non. Ah, non. Non, c'est un enfant. D'ailleurs, elle raconte, on a des éléments. Il est revenu la voir bien plus tard. Il semblait, oui. Non, mais bon, la fille de Mélanie Klein, c'est Melita Schmidberg, qui était elle-même analyste et qui a partagé un patient avec Chris. Le fameux patient de Chris. Bon, je reviens sur le cas Hélène Keller, qui est fort intéressant en fin de compte, et qui permet bien de distinguer les enjeux qu'on rencontre dans l'autisme. Alors, ce sur quoi j'insiste à propos du corps dans l'autisme, c'est qu'il n'y a pas d'incorporation. Tout est du dehors. C'est clair. C'est de la bidoche. Ça n'est pas dessiné. Ça n'est pas inscrit. Ça n'est pas marqué. Et ça n'est pas marqué et libidinalement, et ça n'est pas marqué par le signifiant. Il n'y a pas de découpe. Ce qui fait que dans le miroir,
cet enfant n'aura pas d'image de lui-même. Alors, si on se réfère aux différentes formes de psychose, qu'est-ce que peut produire la psychose? Du fait que l'œil n'est pas dans le cône, c'est que le sujet peut ne pas avoir accès à une image de lui-même, hein, être confronté à une hallucination négative. Il n'y a pas d'image. Ça peut être dans le miroir une juxtaposition de bidoche. Hein, dans les termes pankoviens, il n'y a pas d'articulation entre les parties et le tout. Si on se réfère à la paranoïa, alors, ce que dit Pankov, c'est que dans la paranoïa, le sujet a accès à une image de lui-même. Mais en même temps, il a accès à une forme de lui-même. La forme est là. Mais certaines parties de son corps, cette articulation entre les différentes parties de son corps ne sont pas assurées. C'est-à-dire que certaines parties du corps peuvent devenir des organes persécuteurs. Il peut être pris dans la persécution de l'autre. Alors que les objets petit a, par exemple dans la névrose, se trouvent au niveau des structures de bord, ce qu'on constate dans la psychose, dans la paranoïa, c'est que ces objets petit a se baladent dans le corps, hein, et deviennent des objets persécuteurs qui occupent le corps. Le sujet est occupé par l'autre. Hein, on lui envoie telle et telle chose, on lui fait... Vous voyez, ça vient toujours du dehors aussi. Donc ce sont des différences qu'on peut faire entre les différentes formes de psychose, mais par rapport à la question du miroir. Alors j'en viens maintenant à Hélène Keller. Alors je vous rappelle que le bouquin c'est Sourde, muette, aveugle. Donc elle est bien sourde, muette, aveugle. Et c'est de ce livre qu'a été tiré le film Miracle en Alabama. Alors dans le livre, Hélène fait savoir que son développement fut normal jusqu'à l'âge de 19 mois. Moment où une maladie grave se déclencha, diagnostiquée par le médecin comme congestion aiguë de l'estomac et du cerveau, avec pronostic létal. Elle sortit de cette maladie sourde, muette, aveugle. Donc 19 mois, elle a le développement d'une enfant normale. Alors, elle écrit « Pendant les premiers 19 mois de ma vie, j'avais eu des impressions d'étendues vastes et verdoyantes, de ciel lumineux, d'arbres et de fleurs, et l'obscurité qui suivit ne pouvait balayer entièrement ces souvenirs de mon esprit. Quand une fois nous avons joui de la lumière du jour, tout ce qu'elle nous a permis de voir est devenu notre bien. Ce qui veut dire, les signifiants, les images inscrites dans les premiers temps de sa vie, s'étaient marquées et étaient toujours présentes et refoulées dans son inconscient. On peut dire que l'inconscient était là. Elle raconte qu'avant la maladie, elle avait acquis un certain nombre de mots, dont le mot water, eau. Après sa maladie, elle se souvenait encore de water, alors qu'elle avait oublié tous les autres. Elle nous fait aussi savoir que le oui et le non avaient été acquis. Je secouais la tête. Elle écrit, je secouais la tête pour dire non, je l'inclinais pour dire oui. Le geste d'attirer vers moi signifiait venez, le geste de repousser, allez-vous-en. Donc le non, le oui sont acquis. Nous sommes affirmation, dénégation. Cet enfant, bien qu'enfermé dans le silence et dans la nuit, joue beaucoup et mène des actions de revanche lorsqu'on n'obéit pas à ses caprices. Son père, du fait de la maladie de sa fille, cédait à tous ses caprices
et lui permettait de tyranniser tous les gens autour d'elle, ce qui fait que ça débordait. Et Miss Sullivan, son institutrice, avait bien du fil à retordre avec elle. Mais par ailleurs, elle manifestait très fortement le désir de communiquer avec les autres. Cette enfant était curieuse et voulait apprendre. Alors, l'épisode dont il a été question la dernière fois se réfère au moment où Miss Sullivan, sa gouvernante, veut amener la fillette à distinguer entre un gobelet et l'eau. Alors c'est un temps où la gamine ne fait pas la distinction entre le contenant et le contenu. Alors elle a bien appris les lettres, je pense que c'est en braille, mais pour elle c'est un jeu. Et les lettres qu'elle a apprises ne correspondent pas aux mots. Ça ne colle pas, il n'y a pas d'articulation entre les mots et les lettres que Miss Sullivan écrit sur son bras. Elle écrit poupée, différentes choses. Pour elle, c'est un jeu. Mais elle ne fait pas le lien entre la chose sur le corps et le mot. Alors, impatientée par les tentatives réitérées de son institutrice, elle a eu à ce moment-là une belle poupée. Elle l'a saisie et elle la brise contre le parquet. Après cet éclat, Miss Sullivan décide de l'emmener à l'extérieur et elle l'emmène au puits et place sa main sous le jet d'eau qu'on vidait. Alors, voilà ce qu'elle écrit. Tandis que je goûtais la sensation de cette eau fraîche, Miss Sullivan traça dans ma main restée libre le mot « water ». Eau, d'abord lentement, puis plus vite. Je restais immobile, toute mon attention concentrée sur le mouvement de ses doigts. Soudain, il me vint un souvenir imprécis, comme de quelque chose depuis longtemps oublié. Et, d'un seul coup, le mystère du langage me fut révélé. Je savais maintenant que O-E-A-U désignait ce quelque chose de frais qui coulait sur ma main. Ce mot avait une vie, il faisait la lumière dans mon esprit qu'il libérait en l'emplissant de joie et d'espérance. À partir de cet instant, tout objet avait un nom, et tout nom pouvait provoquer une pensée nouvelle. Alors je dirais qu'à partir de ce moment, l'articulation entre Sachvorstellung et Wortvorstellung, entre le signifiant et le signifié, ça s'articule. Le pont verbal se met en place. Et c'est comme ça qu'elle re-rentre dans le langage. Tout ce qui avait été oublié, enfoui, refoulé, ça revenait à partir de cette articulation entre ce mot, ces signes faits sur sa main, et puis, la sensation perception. Donc là, on peut dire que le signifiant vient s'accoler au signifié, avec cet effet d'inouï, on pourrait dire que ça a une valeur d'interprétation psychanalytique. C'est ça. C'est quelque chose qu'elle retrouve. Donc on passe de la matérialité de ce moi de la chose, de ces lettres, de la matérialité de ces lettres, à la dimension du signifiant qui fait sens. Donc on a là toute l'articulation langagière, on a un raccourci qui se met en place. Et à partir de là, on peut dire qu'elle passe de la jouissance, en un seul mot, à jouir, j'entends le sens, même si elle est sourde. C'est là où ça s'articule. C'est là où ça s'articule. Donc c'est là où elle retrouve le registre symbolique, je dirais. Alors, quant au seau qui se vide, c'est aussi intéressant parce qu'on peut faire d'hypothèses. La dernière fois, Winter avait aussi évoqué le séminaire 7, et en tout cas, le vase est ce réel. En fait, c'est le vase qui entoure le réel. Et on peut dire que ce seau qui se vide renvoie à ce qui s'écoule de ce seau, comme eau, avec un vide qui se met en place. Donc c'est intéressant de voir. Donc, je ne pense pas qu'on puisse l'assimiler à la chose, parce que la chose s'est bien mise en place bien avant.
Mais en même temps, c'est intéressant de voir comment ce réel qui a à voir avec le manque, se met en place. J'ai écrit plein d'autres choses, mais je pense qu'il est quand même tard, il faut peut-être que je laisse le temps à une discussion. Parce que j'avais pensé aussi vous parler de Wolfson, de Nebreda, plein d'autres choses, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, après c'est de la théorie, bon je ne vais pas vous assommer maintenant à la fin de soirée avec la théorie. S'il y a quelque chose sur quoi je peux revenir, je reviendrai. Donc, en tout cas, j'ai suivi un plan qui rend compte aussi de ce qui se met en jeu pour tout sujet du savoir et de la jouissance. C'était un plan qu'avait utilisé Solange Faladé lorsqu'elle avait fait un exposé chez le docteur Basquin à la Salpêtrière en 1991. Hein, repérer ce qu'il en est du savoir. Alors le savoir à voir avec la rencontre du signifiant. Cette jouissance qui a à voir avec la castration, avec ce qui se vide, et avec le passage au principe de plaisir. Et puis le petit A, la façon dont chaque structure rencontre ce que chaque structure fait avec l'objet petit A. Donc j'essayais de raccrocher ça avec ces différents moments, avec la psychose. Et avec le corps, bien entendu. Parce que comment parler du corps sans parler du corps des signifiants. Vous voyez que c'est complètement impliqué. Je vais m'arrêter là.